parties de ce cycle ont un chapitre. Donc il suffit de bien connaître chaque partie pour pouvoir bien cerner la question de l'exploration du fer. Donc nous avons parlé des apports, de l'absorption. Donc au niveau de l'absorption, il y a beaucoup de choses qui ont été élucidées ces dernières années. Il y a beaucoup de molécules qui sont mises en évidence et qui intervient d'une façon très importante dans le métabolisme du fer. Au niveau des pertes, nous avons dit que ce volet n'est pas régulé et ce sont des pertes constantes. Nous avons mis l'accent sur l'importance ou bien la grande partie utilisée par les érythroblastes, par les souches hématopoïétiques dans la synthèse de l'hémoglobine et le volet réserve, bien sûr l'importance de la ferritine qui est un paramètre très utilisé dans l'exploration des anémies ferriprives. Et bien sûr le pool plasmatique avec le transport assuré par la transférine. Et quoique ce volet représente une minorité du point de vue quantitatif, mais il a un rôle très important quand même. Très bien, donc nous allons attaquer partie par partie. Donc les besoins et les pertes. Donc pour les pertes, donc on commence par les pertes. Donc les pertes, il y a les pertes obligatoires et physiologiques qui ne sont pas soumises aux régulations, au mécanisme de régulation. Donc chez l'homme, donc il y a 10 mg à peu près par jour chez l'adulte. Donc vous voyez que c'est très proche, 9 mg à 10 mg, c'est très proche de l'apport. Donc ça veut dire que, évidemment, cette partie minoritaire du pôle plasmatique doit être toujours maintenue, sinon on va tomber avec le temps dans l'anémie ferriprive. Chez la femme cyclée, vu qu'il y a les menstruations, donc il y a si vous voulez, des pertes physiologiques, donc les apports ou bien les pertes sont doublées par rapport à l'homme, donc 20 mg par jour. La desquamation des cellules de la peau, du tractus digestif, qui constitue 2/3 des pertes, et des tractus urinaires, donc c'est une minorité par rapport aux pertes digestives. Et au niveau de la sueur, c'est encore plus négligeable que le tractus digestif. En cas d'hémorragie, et bien sûr l'hémorragie signifie la perte des globules rouges, donc, et les globules rouges, ils contiennent l'hémoglobine, et l'hémoglobine, il contient le fer. Donc c'est normal quand les hémorragies constituent une voie de perte très importante pour le fer. Donc, pour les besoins, donc vous voyez que les besoins doivent absolument couvrir les pertes. Sinon, c'est comme un solde. Vous avez les entrées et les sorties. Donc le solde, donc si les entrées sont déséquilibrées par rapport aux sorties, donc le solde va diminuer jusqu'à épuisement. C'est la même chose que pour le fer. Donc le solde, c'est surtout les réserves de ferritine et d'hémocédérine. Donc si les apports sont déséquilibrés par rapport aux pertes, ou bien les pertes sont augmentées, donc il y a les réserves qui vont être épuisées, qui vont être consommées jusqu'à l'épuisement. Donc, vous voyez que presque il y a un équilibre entre les apports et les pertes. Pourquoi? Tout simplement parce que le fer, il est recyclable. Donc rien ne se perd. Donc il faut que l'apport est égal aux pertes, parce que le fer ne se transforme pas, il est recyclable. C'est le même qu'on dispose. Vous voyez? Donc du moment où on a des pertes importantes, il faut qu'il y ait des apports importants. Donc
peuvent augmenter dans certaines circonstances physiologiques, donc la croissance chez l'enfant, la grossesse, donc la grossesse avec l'embryogénèse, donc les apports sont encore plus importants que chez la femme normale, et la lactation. Alors que maintenant, actuellement, quasiment, je dirais la prescription du fer, des médicaments ou bien une supplémentation en fer, c'est quasiment constante chez les femmes enceintes. Presque chez toutes les femmes enceintes qui consultent, ou bien qui se consultent chez les gynécologues. Donc, la quasi-totalité, surtout les femmes qui travaillent, qui font des efforts, etc. Donc, généralement, on leur donne le fer, supplémentation en fer. Donc, les sources naturelles, la viande, bien sûr les abats, surtout le foie. Donc, le foie, il est très riche en fer. Les poissons, les légumes secs, les fruits et les légumes verts. Donc, bien sûr, avec des concentrations ou bien si vous voulez, des constitutions variables. Donc, vous voyez un tableau qui reprend, si vous voulez, la teneur en fer en fonction des aliments. Donc, bien sûr, il y a, par exemple, les épinards qui sont riches. Il y a les abats, vous voyez les abats, hein, et la viande, chocolat, donc les aliments qui sont très riches en fer. Il faut aussi mettre l'accent sur la disponibilité du fer. Par exemple, les lentilles. Donc les lentilles, vous voyez qu'ils sont très riches en fer, mais il va falloir, je dirais, penser à la biodisponibilité. Donc ça veut dire qu'un aliment, du point de vue quantitatif, il se peut qu'il soit riche en fer, mais le type du fer, ou bien, je dirais, l'environnement chimique, ça veut dire la composition, la matrice, donc ça peut varier, ça peut influencer l'absorption. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, ce n'est pas forcément que, du point de vue quantitatif, c'est directement proportionnel à la biodisponibilité. Vous voyez? Donc, ça, c'est important quand même de le signaler. Très bien. Oui. Ah bien, le fer, c'est minéral, le fer. Le fer, c'est minéral, donc normalement, il n'est pas directement influencé, sauf si on raisonne sur les molécules complexes. D'ailleurs, il est contenu dans des molécules complexes. Mais surtout, lorsqu'on parle de la cuisson, c'est surtout pour les vitamines thermosensibles, pour les protéines, etc. Donc, ce sont les choses qui sont, si vous voulez, très influencées par la haute température. Donc, pour l'absorption, la localisation, c'est au niveau du jejunum proximal et duodénum. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est un chapitre très important pour la compréhension du métabolisme et de l'exploration du fer. Parce que maintenant, dans cette dernière décennie, il y a beaucoup de découvertes, beaucoup d'avancées métaboliques sur, si vous voulez, ce volet absorption. Je veux dire, si vous consultez les ouvrages ou bien les articles des années 90 ou bien 80, il y a beaucoup de molécules qui étaient absentes, mais maintenant, ils sont bien explicités, ils sont bien, je dirais, élucidés avec ces nouvelles découvertes. Donc, localisation, c'est au niveau du génome proximal et duodénum. Donc, vous voyez la cellule, l'entérocyte, donc, avec le franchissement de la membrane apicale, la membrane basale, au niveau sanguin, donc chyleux et vaisseau, et sanguin. Ici, c'est la lumière intestinale, le niveau apical, la membrane apicale. Et puis, vous avez le transport du fer à l'intérieur de l'entérocyte, passage de la membrane basale vers le plasma. Donc, ça, c'est
le mécanisme général de l'absorption, mais on va essayer d'expliquer l'état ou bien la forme avec laquelle le fer traverse les membranes ou bien sera absorbé. Donc, l'absorption du fer héminique, origine uniquement animale, alors que le fer non héminique, ça peut être animal ou végétal. Mais le fer héminique, c'est toujours animal. Par endocytose de l'hème. Donc, vous voyez l'hème, hein? Parce que d'origine animale, il y a déjà l'hème, l'hème, donc qui contient le fer, par endocytose de l'hème, puis action d'une hème oxygénase. Donc vous voyez, donc l'hème oxygénase pour libérer le fer et se forme de Fe2+. Donc absorption du fer non héminique. Donc, il y a transformation de Fe3, le fer ferrique, le Fe3+, en Fe2+. Vous voyez? Ça veut dire qu'il va subir une réduction. Il y a une protéine qui s'appelle le diméthyle transporteur, donc DMT1, donc qui va assurer le passage de Fe2+, à l'intérieur de l'entérocyte. Donc le rôle de DMT1. Vous voyez? Donc, le transport du fer dans l'entérocyte, donc vous avez le rôle de la ferritine. Donc à l'intérieur de l'entérocyte, il y a la ferritine. Donc la ferritine, donc il va assurer le stockage du fer et en cas de besoin, bien sûr, une partie sera directement, va passer vers la circulation, une partie va être stockée, réservée sur la ferritine. Donc, vous avez le Fe2+, vous voyez stocké sur la ferritine, et l'autre partie, elle traverse vers le sang via une protéine membranaire, donc qui s'appelle la ferroportine. Donc, la ferroportine, vous voyez, la ferroportine, c'est le canal qui va permettre le passage du Fe2+, de l'entérocyte vers le visson, vers le sang. Donc vous avez une autre molécule qui est l'éphaïstine. Donc vous voyez, c'était Fe3+, on va se retrouver aussi avec, au niveau vasculaire, avec le Fe3+, pour qu'il soit transporté par la transférine. Donc, et c'est le rôle de l'éphaïstine. Éphaïstine. Vous voyez, c'est une enzyme, ou là, c'est une protéine qui va assurer l'oxydation du Fe2+ en Fe3+. Donc, et cette forme de Fe3+, le fer ferrique, c'est elle qui est compatible avec la transférine. Donc la transférine va transporter le fer sous forme de Fe3+. Vous avez là une cytochrome réductase. Donc vous voyez le rôle de la cytochrome réductase. Hein, au niveau, ça veut dire qu'il va jouer le rôle opposé de l'éphaïstine. Donc l'éphaïstine, elle transforme le Fe2+ en Fe3+, et le cytochrome réductase, elle transforme le Fe3+ en Fe2+. Et bien sûr, ça sont les protéines qui constituent les unités fonctionnelles de la transférine. Vous avez donc, comme j'ai dit, le DMT transporteur. Donc, ça veut dire le diméthyle transporteur. Et bien sûr, toute une petite partie de fer, il sera utilisée au niveau cellulaire. Donc, vous avez 3 compartiments, si vous voulez, ou bien 3 destinations au niveau de l'entérocyte. Donc, une partie sera transférée vers le sang pour qu'il soit transporté par la transférine
vers les cellules utilisatrices. Une partie sera stockée sous forme de ferritine et une partie sera utilisée localement. Donc bien sûr, les entérocytes, ils peuvent, après un certain temps, subir si vous voulez, une disquamation, entre guillemets, hein, ou bien avec l'élimination des cellules du tractus digestif, avec les frottements, avec les mécanismes de vieillissement, etc. Donc, il y a le départ du fer, du fer qui est contenu dans la ferritine. Donc, ça veut dire que, oui. Non, la ferritine, c'est une molécule de stockage du fer dans les cellules. Les cellules, toutes les cellules, surtout les cellules qui utilisent le fer en grande quantité. Donc, ça veut dire que l'entérocyte a sa propre ferritine. Bien sûr, la ferritine, c'est une molécule, on va voir, qui est synthétisée par le foie. Donc, c'est une molécule avec une concentration plasmatique. C'est elle qu'on va doser. C'est clair? Mais bien sûr, attention, lorsqu'on dose quelque chose au niveau plasmatique, le va-et-vient. Comme les voitures dans les rues. Est-ce qu'ils vont rester toujours dans les rues? Mais il y a toujours des voitures dans les rues. Ça veut dire des voitures partent, des voitures reviennent, etc. Ça veut dire qu'à un certain moment, on trouve des voitures dans les rues. Mais les voitures, chaque voiture a sa destination. C'est comme ça, la circulation. C'est clair? Très bien. Donc, le transport du fer dans le plasma maintenant. Le rôle de la transférine. Donc, 5% l'origine, 5% de l'alimentation, mais 95% des recyclages. Nous avons vu le cycle du fer. Donc, le pool plasma, donc, une toute petite minorité, vous voyez, 1 mg, hein, donc c'est 95%, hein, c'est de recyclage, du fer. Donc 95% du recyclage. Donc le transport, il est assuré par la transférine. Et bien sûr, c'est une molécule aussi utilisée dans l'exploration du métabolisme du fer. Cette transférine peut être caractérisée en plus de son dosage par sa capacité de fixation. Donc, capacité totale de fixation de la transférine. Donc, ce qu'on appelle la CTF. Donc, la capacité totale de la fixation de la transférine. En cas de diminution des réserves, vous aurez l'augmentation de synthèse de la transférine. Clair? Donc, si vous vous rappelez, dans l'électrophorèse des protéines, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit en cas d'anémie ferriprive, on peut avoir, au niveau de l'électrophorèse, donc on peut avoir, au niveau de la bande bêta par exemple, on peut avoir une augmentation du pic qui est due à l'augmentation de la protéine qui est la transférine. Vous voyez? Donc la transférine sera augmentée en cas d'anémie ferriprive. En cas de surcharge du fer, ou bien surcharge en fer, il y aura, paradoxalement, au contraire, la diminution de la synthèse de la transférine. La pénétration cellulaire du fer, elle est assurée, bien sûr, par des récepteurs, avant tout. Donc il faut que cette transférine qui transporte le fer va reconnaître les récepteurs à la transférine. Les récepteurs à la transférine. Et donc les RTF, qui sont très présents au niveau des résétroblastes. Bien sûr, c'est toujours le même schéma, le même principe. Les cellules qui utilisent une substance ou bien une hormone, ça veut dire qu'il est très riche en récepteurs pour cette hormone. Nous avons vu par exemple le récepteur hormone ou n'importe quelle substance. Par exemple, les cellules
stéroïdogéniques, donc stéroïdiens, qui utilisent le LDL cholestérol. Donc, ils sont très riches en récepteurs BE. Nous avons vu, par exemple, la thyroïde, les récepteurs à la TSH. Nous avons vu, maintenant, vous voyez les récepteurs. Nous avons vu les cellules rénales, tubules rénales pour la parathormone. Donc, il y a, bien sûr, le rôle très important de récepteurs. Et dans le cas du métabolisme de fer, donc il y a le récepteur, les cellules qui sont riches en récepteurs à la transférine. Bien sûr, comme les érythroblastes sont très privilégiés pour la synthèse de l'hémoglobine, forcément, ils sont très riches en récepteurs de la transférine, parce que c'est la transférine qui transporte le fer. C'est bon? Très bien. Donc, vous voyez, donc, lorsque vous arrivez aux cellules, donc, il faut que le fer soit sous forme de Fe2+.